Merci Anaïs. Donc merci de nous inviter, puisque moi je représente en fait un programme qui s'appelle le programme Disrupt Campus, qui est un programme qui existe depuis 5 ans. Et donc là, on va aborder le sujet de l'innovation responsable dans un premier temps. 3 points. Donc Mathias Guérino, qui est chercheur en innovation, nous alerte sur 3 points clés quand on veut innover de manière responsable. Le premier point, c'est se poser la question du quoi. Comment ne pas nuire aux personnes et à la planète. C'est la première question qu'on doit se poser, elle est là. Avant même le reste, aujourd'hui, on ne peut plus inventer des choses qui n'ont pas une utilité, en tout cas qui vont produire quelque chose de néfaste. Donc la question qui nous pose et qui se pose à vous au quotidien dans vos boîtes, c'est comment éviter ce qu'on appelle les effets de rebond. On produit quelque chose d'intelligent, d'intéressant, puis en fait, ça fait plus d'externalités négatives. C'est le cas du digital. Aujourd'hui, on a pris conscience qu'en faisant toutes ces applis, on génère un océan de pollution qu'on ne sait pas encore gérer, en fait. Et on continue à l'augmenter. Donc, c'est cette fameuse question du taux de rebond, du rebond et du passage à l'échelle des innovations. Ce qui est fait à une petite échelle est souvent très vertueux. À une grande échelle, on a des externalités. Deuxième question, c'est une question autour du comment. Donc, l'innovation responsable consiste à faire du bien, tout simplement. Il faut rester sur des mots assez simples. Et pour faire du bien, il faut savoir ce qu'on fait sur Terre. Donc, il y a une question de sens. Sens de l'entreprise. On parle d'entreprise à impact. Donc, je pense qu'on va en reparler avec notamment une certification B Corp que Faguo, qui n'est pas encore arrivé, je ne sais jamais si on dit Faguo ou Fago. Fago. Voilà. Et le groupe ERAM aussi ont des engagements. Donc, voilà. Quel est le sens qui va déterminer la nature de nos innovations? Et enfin, le troisième point, c'est un point qui est très important, c'est une question de gouvernance. Donc c'est avec qui? On a des grands objectifs globaux au niveau de la responsabilité qui nous sont notamment donnés par l'ONU. L'ONU a établi 17 points qui sont les grands objectifs du développement durable. C'est quelque chose de très vaste. La question, c'est comment on l'applique au niveau local. Voilà. Comment on descend du global au local et qui a la responsabilité? Qui est responsable de ce déchet qui reste derrière une production ou qui reste derrière une surproduction? Je vais refocaliser sur 5 points, puis je vais vous questionner, mais l'idée, c'est plutôt d'avoir du retour d'expérience de comment vous faites, bien sûr. Le premier point, quand on parle d'innovation responsable, c'est de consommer et de concevoir de manière circulaire. En gros, ça veut dire qu'on ne devrait plus produire de déchets. 100% de ce qu'on produit et ce qu'on vend doit être réutilisable, devrait être. Alors, on a du mal à y arriver, ça va être une vraie question pour les grands groupes qui génèrent du stock, en fait, en amont et en aval. Mais on voit bien cette photo, elle est parlante, c'est en Chine, enfin c'est en Asie, on va dire, je ne peux pas exactement dire où, mais c'est des vélos qui ont servi en moyenne 8 semaines avant de finir dans le tas, faiblement recyclables. Deuxième point, c'est la sobriété en énergie en matière naturelle. On consomme 1,5 planète, vous le savez, par an de ce qu'elle produit, de ce qu'elle nous donne. On consomme une demi-planète de trop par an. Et ces matières sont finies, le sable, le pétrole, on ne saura pas les produire. Donc on a une obligation, c'est de les recycler. Et je ne vous parle pas de l'énergie, on est en plein dedans, évidemment. Il va falloir trouver comment on fait autrement. Produire et réparer localement, c'est un des points clés et qui n'est pas si simple que ça. On parle du MIF, le Made in France. Vous avez certainement entendu on en parle, c'est un label. Parfois, c'est peut-être trop compliqué à faire en première instance. Donc, comment on y arrive et comment on répare au lieu d'envoyer des choses à réparer à l'autre bout du monde. Consommer local et responsable, c'est l'autre pendant. Un burger livré en Netflix, devant un Netflix par un Deliveroo, est bien responsable, une fois de temps en temps peut-être, mais quand c'est la norme, ça ne l'est plus, on le sait, c'est trop coûteux pour tout le monde, en particulier pour ceux qui sont sur le vélo. Et donc il y a aussi la responsabilité du consommateur et l'alliance producteur-consommateur, voilà. Comment est-ce qu'on la garde dans le temps pour avancer tous en même temps. Et enfin, bien sûr, ça c'est le 5e point clé, comme dans tout ce qu'on fait dans les entreprises, si on ne mesure pas, il n'y a aucune chance qu'on atteigne les résultats. Donc c'est quoi les éléments de mesure? Comment on mesure son impact? Là, je vous ai mis un schéma global qui est une norme, qui est la norme ISO 26000, qui prend en compte ces 7 points de mémoire qui sont très variés. Donc on doit s'occuper peut-être du produit, de la matière, mais aussi des gens qui produisent, des gens qui consomment, l'ensemble de l'écosystème qui est impacté par notre production, locale ou non locale. Voilà, pour cette introduction rapide de quelques points clés
sur lesquels Mathias Guérino donc, nous éclaire. Je me fais son porte-parole. Il fait des recherches sur ce point, notamment sur la sobriété énergétique. Au niveau nantais, on est assez en pointe là-dessus. Comment un grand groupe historique français, Eram, arrive à faire bouger les lignes. On sait que de toute façon, l'industrie traditionnelle dans laquelle on se positionne, il faudra forcément à un moment donné qu'on pivote. Tu parlais de pas de côté, il va falloir qu'on se pose des questions pour changer nos modèles et nos nouveaux modèles économiques. Comment est-ce qu'on va travailler demain, les nouveaux modèles de production, les modèles de fabrication, enfin autant de sujets sur lesquels il va falloir qu'on se pose des questions au travers des enjeux, notamment les enjeux, comme je te le disais tout à l'heure, sur la baisse d'empreinte environnementale. Donc ouais, effectivement, c'est une colonne vertébrale, ce projet. Un message fort de l'innovation. On est en train de faire plein de petits bouts de procédés qui vont, à terme, nous permettre à la fois d'allonger la durée de vie, et au-delà d'allonger la durée de vie, c'est d'allonger la durée de la matière, où on a un vrai enjeu qui est complètement, on veut faire mieux, donc on innove pour faire plus responsable, plus vertueux, et en parallèle, on a des courants de tendance forts qui disent grosse basket, beaucoup de matière, et que du coup, nous, à comparable, puisqu'on compare chez nous, entre notre basket avec le moins d'émissions de CO2, on arrive à descendre à 6-7 kg d'émissions de CO2 par basket, et notre basket, la plus mode, celle qui se vend le plus, où on est à 12 kg et on commence à l'afficher sur nos produits, y a un truc qui est juste, c'est celle-là qui se vend le mieux, parce que c'est celle-là qui a la mode. Moi, j'ai tendance à souvent identifier deux types de durabilité, la durabilité physique, celle du produit, et la durabilité émotionnelle. Celle du courant de mode, enfin, c'est vraiment la capacité aussi de s'approprier le produit, de vouloir le garder. On en est où en fait sur un des axes qui est la fameuse réparabilité, pas le recyclage? Alors on en est loin, mais on avance pas après pas. Dans notre cas, on a des ateliers de réparation dans toutes nos boutiques une fois tous les 2 mois. Et en fait, clairement, on n'est pas un game changer de l'innovation. Vous savez, dans l'innovation, il y a des game changers et puis il y a tous les petits pas. Et en fait, il faut les deux pour innover de manière la plus efficiente possible, selon moi. C'est qu'à la fois, il faut petit à petit faire comprendre à nos consommateurs que peut-être on peut réparer certains défauts des chaussures. Nous, à nos stylistes, de dire peut-être quand on crée la chaussure, on peut s'améliorer. Et puis il y aura certainement aussi des game changers sur d'autres dimensions qui vont être des innovations industrielles lourdes, peut-être sur lesquelles Gauthier travaille plus. L'innovation et de rupture notamment, c'est une innovation qui est très complexe à atteindre, tout simplement parce que personne ne veut investir, aucun fonds d'investissement n'est prêt à investir dans quelque chose qui est difficilement mesurable, qui n'a pas d'impact avant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et donc l'ambition de Time est née effectivement de cette idée qu'on pouvait agir en investissant de l'argent à ce moment précis où personne ne veut le mettre. On a mis 1 an à récolter le premier million d'euros. Et donc l'ambition de Time, c'est de récolter 1 milliard pour lancer des innovations, les déployer et les adapter partout dans le monde, partout où ce sera nécessaire. Et on est en train de lancer ce qu'on appelle un dividende climat. C'est-à-dire que forcément, comme on propose aux gens, vous, citoyens ou entreprises, de nous rejoindre sans avoir de retour sur investissement, puisque c'est un retour pour la planète, on propose un dividende climat. Et donc ce qu'on propose aux entreprises, effectivement, c'est de dire, en investissant chez nous, vous investissez pour des entreprises qui vont être paramétrées de A à Z pour lutter contre le dérèglement climatique, et par ce biais, vous allez économiser et faire économiser la planète des tonnes, voire des gigatonnes de CO2. L'un des critères clés, et je pense que ça va rejoindre aussi ce qu'on dit aussi sur l'innovation responsable, et ce que vous allez peut-être dire après, c'est l'un des critères clés effectivement d'accessibilité pour cette innovation, c'est l'open source. Donc toute innovation qui va sortir de Time, et qui est déjà sortie de Time, elle a une licence open source qui est du coup accessible par quiconque souhaite effectivement y contribuer. Et je dis bien y contribuer, puisque open source, c'est pas open bar. Le but, c'est effectivement de récupérer l'inno, de pouvoir l'améliorer et de partager le fruit de cette amélioration. On a été la première entreprise de France à calculer nos émissions de carbone prévisionnelles. Et c'est parti de là, en fait. Et en se disant, merde, en fait, on va polluer. Puis alors là, vous cherchez les méthodos pour réduire ces émissions de CO2 et vous ne trouvez pas tout de suite. Et tout n'est pas tout de suite rentable, en tout cas à notre échelle, où on trouvait que ça ne l'était pas. Peut-être qu'on aurait pu faire mieux, et c'est certainement. Et c'est de là qu'on en est venu à planter un arbre dès nos tout débuts en prévision de la perte de chaussures qu'on allait produire et qui allait émettre du CO2. On répétait souvent à nos équipes, attention, on ne vend pas des arbres. On vend des baskets à l'origine. Maintenant, on vend une silhouette complète, mais on vend d'abord
une utilité d'un produit et qu'il faut qu'il soit confortable, résistant, beau, dans lequel on se sente désirable, etc. Et voilà. Et donc, on a été à la scission entre ces deux mondes où avant les gens pensaient que on vend du recyclé, on vend des arbres, etc. Et c'était vraiment un marché du coup trop de niche. Et on a commencé à le démocratiser, qu'en fait on doit se développer pour être dans l'exemplarité. Et c'est ce qu'on soutient pas mal. On fait partie de la Convention des entreprises pour le climat avec Fago. Et c'est 150 entreprises, 150 000 emplois en France. Et en fait, on veut montrer que les entreprises peuvent changer le jeu, le cours, le sens du jeu, mais on ne peut le faire, selon moi, dans le monde de l'entreprise, et c'est peut-être à prendre avec des pincettes, et ça n'engage que moi, par une viabilité économique qui nous permet de nous développer. Si on veut effectivement faire changer la donne, c'est par le monde de l'entreprise, justement. Et donc, quelque part, Time for the Planet, c'est l'entrepreneuriat au service du climat. Donc, c'est bien l'idée, effectivement, de créer des entreprises qui soient viables économiquement, qui créent des produits, des services qui rencontrent des marchés pour changer les choses. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. On ne peut pas passer outre, se dire que non, par l'innovation, on va tout résoudre. Aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas ma conviction. Je pense que c'est une alliance des deux, de nos modes de consommation qui vont devoir évoluer et de nos modes de production et de conception de produits qui vont aussi devoir évoluer. Je pense qu'il y a d'autres critères qui vont devoir être pris en compte. C'est vertueux économiquement sur combien de temps. Les grandes marques de luxe se sont créées sur des centaines d'années. On fait des anniversaires de centaines d'années des marques. Et j'aimerais qu'on retrouve ça à terme et que du coup, les marques construisent du temps long et en fait génèrent des valorisations, mais sur un temps long et du coup un temps vertueux pour la planète. Parce que si on est sur un temps long, on est sur un temps vertueux. Mais c'est aussi la politique du petit pas qui fait que petit à petit, les choses se mettent en place. Aujourd'hui, on est très en retard en Europe sur le recyclé. Vraiment très en retard. Et c'est quelque chose qui est travaillé en Asie depuis plus longtemps. Et du coup, ils sont très en avance. Et aujourd'hui, nous, on a des fournisseurs au Portugal qui importent de la matière. De l'autre côté du monde. Ouais, parce que si on veut, nous, on veut avoir de moins en moins de matière avec moins de 30% de fibres recyclées à l'intérieur. Il y a beaucoup de... Quand on n'est pas toujours capable de le sourcer en France. Il y a quand même certaines, je ne vais pas dire pression ou un effet catalyseur, je ne sais pas comment le dire, mais sur le volet réglementaire, notamment, il y a des sujets, affichage environnemental typiquement. Bon, c'est toujours pas certain, on l'oblige, il est sur le volontariat, quoi qu'il en soit, en fait, ça bouge les lignes sur des outils de mesure à mettre en place de manière consensuelle. Pour tu peux nous donner un exemple? Là, tu parles d'un Nutri-Score, par exemple, de choses oui, comme alors ça c'est dans du la... ABCDE. Ouais. Aujourd'hui, au niveau français, ça se traduit comme ça. Est-ce qu'au niveau européen, la communication va se faire de la même manière? On n'en est pas certain. En tout cas, au niveau français, l'ADEME aujourd'hui a positionné une méthode de calcul qui permet de dire si mon produit est A, B, C, D ou E, au travers de différents indicateurs, au travers d'une méthodologie qui est assez cadrée. Il y a un sujet de réflexion au niveau européen pour aligner tout le monde sur le sujet. Alors c'est loin d'être simple, ça c'est certain. Quoi qu'il en soit, ça permet de bouger les lignes. Sur le sujet un peu du recyclé, il est vrai qu'on est sur des vrais enjeux de filière de toute manière. Donc je pense que uniquement le metteur en marché n'est pas le seul acteur de cette chaîne. On parle d'autres acteurs, collecteurs trieurs, on parle de transformateurs, de préparateurs de matière. Il y a des compétences diverses et variées qu'il va falloir acquérir. Et encore une fois, l'équation économique est loin d'être résolue. Il y a toute une stratégie déjà auprès des fournisseurs sur les déchets dits homogènes, toutes les chutes industrielles, tous les déchets industriels, sur lesquels il y a déjà une marge de manœuvre pour optimiser un petit peu les ressources et diminuer les impacts au produit. J'essaie de penser le plus loin possible en me disant l'enjeu qui vraiment va menacer à très très long terme notre planète, ça va être le carbone. Et c'est pour ça que j'essaie dans mon émotionnel, de m'en donner ma priorité, de voir le plus loin possible. En tout cas, la formation, je pense qu'il n'y a pas de méthode précise. C'est des marques d'intérêt et quelque chose qui va porter les générations à venir, une forme de curiosité. Et je rajouterai à la curiosité que les jeunes ont beaucoup en sortie d'école, en tout cas chez nous, et arriver à re-rentrer en profondeur dans les sujets. Et c'est peut-être ça qui manque. Pas appliquer des schémas appris connus, c'est venir réinventer. Ouais, et aller ne pas avoir des convictions trop fortes, parce qu'en fait, il n'y a pas de vérité absolue dans nos systèmes, encore en tout cas. Et s'il y en avait une, merci de me la donner, je serais content de la prendre. Et voilà, et du coup, c'est arriver à aller en profondeur dans un sujet, même si vous avez
une curiosité, une sensibilité sur le carbone, sur la relocalisation, quel que soit sur le respect des sols, sur quoi, il y en a un paquet. Et les ODD dont tu parlais tout à l'heure nous les montrent bien, les engagements des Nations Unies, la difficulté d'aller les cibler. Et là, alors là, si vous voulez vous former là-dessus, je pense que vous pouvez y être encore dans 80 ans. Il y a un contexte vraiment design qui est important aussi. L'approche design en innovation, ça c'est des sujets où il faut créer du lien aussi. Et ce lien par l'approche design, elle est essentielle. En tout cas, moi, de plus en plus, j'en ai cette conviction. Moi, je le sais, pour le coup, l'innovation ne naît que de la diversité. Voilà. Quand on met que des gens pareils dans la salle, que des ingénieurs, si tu parlais de design, on fait des super trucs, mais on est parfois très loin de la réalité de l'attente, quoi. Donc voilà, l'hybridation, la diversité, il me semble que c'est une clé. Est-ce que l'enjeu serait, vous à votre niveau, de penser à l'impossible, c'est-à-dire de pouvoir inventer de nouvelles méthodes pour effectivement retransformer le produit qui semble statique, ou à contrario, gagner en taille, en influence et en présence, forcer une discussion avec ces entreprises, sortir peut-être d'un cadre de compétition conflictuelle, et on serait plus sur des schémas d'entente et d'efforts joints. Aujourd'hui, on a des gisements, comment on opère avec ce qu'on a à l'instant T. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir réfléchir aussi demain à la conception de produits qui permettront aussi de gagner en termes de performance sur ces sujets de circularité. Mais on est déjà en train de se fédérer aussi en tant que metteur en marché pour, alors, quelque chose qui est clé, c'est la mutualisation des gisements. C'est clair que c'est un enjeu de taille sur le recyclage. De toute façon, on pourra industriellement pas prévoir quelque chose si derrière on n'a pas les volumes qui vont être conséquents pour pouvoir pérenniser l'activité économique aussi de ce sujet-là. Mais oui, je vais juste prendre l'exemple du groupe et l'initiative dans laquelle on s'est inscrit au travers d'une chaire d'économie circulaire. C'est l'association entre plusieurs acteurs. Alors, je ne veux pas faire de pub, mais c'est des gens comme Decathlon, c'est des gens comme Petit Bateau, des horizons un peu différents. Et pour autant, on peut se voir concurrents, mais sur ces activités, pas du tout. On répond tous à une feuille de route commune sur ce sujet qu'est la circularité. On va commencer à demander à nos fournisseurs d'être plus exigeants et à dire, attends, comment on peut découper la matière pour donner une valeur de reliquat, et c'est ce que vous faites à travers la caution, de reliquat du produit à la fin, une fois que tu l'as usé, et d'aller redonner cette valeur-là à un industriel qui va lui-même vivre sur cette petite boucle. Et c'est ça qui fait l'économie, en fait, entre tout le monde. C'est plein de petites entités qui se passent de rôle de fournisseur en fournisseur, en fournisseur, en fournisseur, utilisateur. Et demain, il faudrait qu'on arrive à finir la boucle. Aujourd'hui, dans des boutiques, nos vendeurs nous rapportent, il y a quelqu'un qui veut acheter un pull à 100 €, s'il sait que demain, il peut le revendre parce qu'il ne l'aime plus à 40 € ou à 50 €, et demain, avec des chaînes de valeur qui, à mon avis, vont s'écraser un peu, c'est-à-dire qu'il se dira, demain, je peux le revendre à 70 €, indirectement, il n'a pas la même valeur dans la tête, il se dit, je suis juste en train, comme quand vous achetez une voiture. Aujourd'hui, ça existe très bien dans la voiture. Vous achetez une voiture, vous dites, je suis capable de mettre, 5 000 € sur les 3 prochaines années dans ma voiture. Du coup, je peux m'acheter une voiture à 15 000 €, et puis je sais que je la revendrai 10 000 €. Et en fait, c'est ça la notion d'usage qui est importante. Il y avait un projet qui était dans les tuyaux sur la location de produits, qui était vu par le consommateur comme une action finalement de surconsommation plus qu'autre chose, parce que tous les 2 mois, changer de paire de chaussures. Donc on a été accompagné par l'ADEME pour essayer de démontrer quel était l'impact en fait réel. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de modèles de comportement d'usage qui étaient différents que si on s'appropriait le produit. C'est-à-dire qu'on avait tendance, comme c'est pas de sa propriété, à l'entretenir d'une manière différente.